ça. Bonjour Annie Genevard, bonjour, vous êtes bienvenue à l'antenne de France Info. Donald Trump est donc de retour à la Maison Blanche. C'est la promesse de droits de douane augmentés, notamment peut-être sur les spiritueux. Voilà qui peut inquiéter les producteurs français. Et est-ce que ça vous inquiète? Ah ben naturellement, c'est très très préoccupant parce que les spiritueux sont à la fois la cible de mesures douanières américaines et de mesures douanières chinoises. Chinoise en l'espèce. Donc c'est une filière d'excellence très reconnue, non seulement au niveau national mais au niveau international. Donc on conduit une intense activité diplomatique en Chine en ce moment pour que les Chinois renoncent à cette mesure de rétorsion contre Pardon, les vous avez bon espoir d'y parvenir? Bah écoutez, qui ne combat pas est assuré de perdre. Donc nous avons envoyé une délégation en Chine pour traiter cette question. Puis quant à l'élection de Donald Trump, je n'ai pas à la commenter. Le peuple américain s'est prononcé, mais il faudra que nous regardions ça de très près. Il va falloir s'y préparer peut-être à ces... S'y préparer, c'est d'abord tout faire pour l'empêcher. Donc America First. Pour le coup, là, vous avez un espoir, c'est dans le programme de Donald Trump. C'est dans le programme de Donald Trump, mais bon, on connaît le caractère imprévisible parfois de cette personnalité. Il y a 4 ans, ce qu'il avait annoncé, il l'a appliqué globalement. Écoutez, en tout cas, on fera tout ce qui est en notre pouvoir pour que combattre ces mesures qui effectivement porteraient atteinte à nos producteurs qui légitimement sont inquiets. Mais là, il faut que les responsables politiques au plus haut niveau se mobilisent. Ça se joue au niveau européen, dans une Europe qui est, on le voit en ce moment à Budapest, qui est divisée avec 2 crises politiques profondes dans 2 des États fondateurs, la France et l'Allemagne. Quel espoir vous avez de faire marcher l'Europe sur ce sujet-là d'une seule voix ? Je pense que la nécessité de faire valoir la souveraineté alimentaire européenne, au niveau national bien sûr, mais au niveau européen, c'est indispensable parce que face à des puissances telles que les États-Unis, la Chine ou l'Inde, il faut que l'Europe affirme sa volonté de protéger ses producteurs. C'est indispensable. Et peser dans le concert des nations, c'est assurément au niveau européen qu'il faut le faire. Est-ce que si Donald Trump met en place des mesures effectivement d'ordre tarifaire sur les spiritueux français, il faudra lui répondre, prendre aussi, nous, de notre côté, des mesures? Écoutez, chaque chose en son temps. On va déjà prendre la mesure de sa volonté de mettre en œuvre ce qu'il a promis, le calendrier de cette mise en œuvre, mais il est certain qu'on ne pourra pas rester sans réaction, y compris au niveau européen, ça me semble indispensable. Donc c'est quoi? C'est aussi des augmentations de droits de douane pour les produits américains? Chaque chose en son boycott, temps. Vous allez jusque-là? Chaque chose en son temps. Avant de prononcer les mots radicaux de boycott, il faut déjà faire jouer à plein toute la diplomatie. Moi, je suis une femme de dialogue. Tant qu'on n'a pas épuisé les ressources du dialogue, il ne faut pas sortir les armes tout de suite. Annie Genevard, la FNSEA, les jeunes agriculteurs, appellent à la reprise de la mobilisation, un peu comme l'hiver dernier, à partir de la mi-novembre. Ça veut dire, en fait, la semaine prochaine, hein, à peu près demain. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on arrive d'une crise agricole au mois de janvier et qu'elle revienne au mois de novembre? Ou qu'est-ce qu'il ne s'est pas passé, peut-être? Alors, je pense qu'il y a plusieurs facteurs d'explication. D'abord, les agriculteurs vivent des circonstances particulièrement difficiles. Il y a une convergence des crises qui est absolument inédite. Crise sanitaire, les maladies vectorielles qui déciment les élevages et désespèrent les éleveurs. Il y a le changement climatique qui affecte vraiment les conditions de travail de nos agriculteurs. Il y a une météo absolument épouvantable. Trop d'eau ici, pas assez d'eau enfin là. Ce là. sont des facteurs un peu exogènes, j'allais dire. Il y a aussi l'action publique. Oui, mais ça complique. Et c'est pas complètement nouveau, pardonnez-moi. Ça complique. Non, mais il y a eu une accélération des crises, une convergence des crises. Ça complique terriblement leur travail et puis ça fragilise énormément leur trésorerie. Alors,
D'autre part, les mesures, les promesses qui leur ont été faites, il m'appartient à moi de les mettre en œuvre. C'est ce que j'ai fait depuis je suis arrivée il y a une 50aine de jours. J'ai à cœur d'honorer les promesses qui leur ont été faites. J'ai préservé le budget, j'ai répondu à toutes les attentes qui étaient les leurs et j'ai déployé de nouvelles propositions. On va détailler, mais s'il y a bien une inquiétude qu'on entend beaucoup, on l'entendait encore ce matin sur France Info, c'est celle de l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et le Mercosur. Oui. Cet accord auquel Emmanuel Macron dit régulièrement qu'il est opposé, sur lequel il a des doutes, etc. Pour autant, la Commission européenne fait savoir que les négociations avancent et que cet accord, il est prêt à être signé et que même, cas échéant, elle pourrait se passer de la France. Alors, le Mercosur, l'accord avec le Mercosur, nous y sommes frontalement opposés. Frontalement opposés. Nous, c'est la France. Nous, c'est la France, mais c'est pas seulement la France. Il y a d'autres pays qui sont... Certes, peu de pays, mais vous savez qu'il y a un dispositif qui permet l'expression du droit de veto. Ce que nous devons faire avant l'adoption de cet accord international, c'est essayer de rallier à notre cause un maximum de pays, donc la Belgique, la Bulgarie, l'Autriche, l'Irlande, peut-être l'Italie. Voilà, nous travaillons activement à mettre en œuvre ce droit de veto parce que cet accord avec le Mercosur, les pays du Mercosur, il est fondamentalement mauvais. Pays du Mercosur, pays d'Amérique du Sud, dont le Brésil, qui est un des des géants agricoles mondiaux. On est absolument hostile à cet accord. Pour quelle raison ? D'abord parce que c'est une concurrence totalement déloyale. Imaginez-vous que si cet accord était signé, c'est l'importation de 99 000 tonnes de bœuf, 100 000 tonnes de volaille, 100 000 tonnes de sucre. Ça percute complètement et frontalement nos propres productions. Et avec des normes environnementales et sociales. Avec des normes environnementales et sociales qui sont absolument en contradiction avec nos propres normes. 27% de produits sont utilisés pour ces productions du Mercosur et qui sont interdites dans l'Union européenne. Donc non seulement il faut combattre pour les effets que ça produirait sur nos propres producteurs, mais aussi il faut absolument combattre le fait que on est à armes complètement inégales dans cette affaire. Pour bien comprendre, Annie Genevard, votre position et la manière dont vous entendez la défendre, on sait que la France seule ne peut pas lutter contre l'adoption, j'allais dire, au niveau européen. Mais vous dites, voilà, avec quelques autres pays, on peut y arriver, c'est ça l'idée. Pour bien comprendre ce que vous Il y a un dispositif qui permet le veto, c'est-à-dire l'opposition au niveau européen de l'adoption de cet accord. Y parviendrons-nous ? Nous y travaillons. Nous y travaillons activement avec les députés européens, notamment ceux du PPE, François-Xavier Bellamy et Céline Imar, qui est une grande spécialiste des questions agricoles. Nous y travaillons. Le Premier ministre lui-même, Michel Barnier, y travaille activement. Dieu sait qu'il n'y a pas meilleur connaisseur des arcanes européennes que le Premier ministre. Donc je sais qu'il rencontre Ursula von der Leyen dans les jours qui viennent, ainsi que à ce propos, Giorgia Meloni. Donc on se bat sur tous les fronts, sur le front diplomatique, sur le front européen. Et voilà. Si c'est aussi clair, si la France est aussi clairement opposée, d'abord, pourquoi ne pas en débattre à l'Assemblée nationale, comme le demandent les députés RN il y a quelques semaines, les Insoumis à nouveau? Le gouvernement a refusé d'inscrire ça dans les niches parlementaires. Eh bien, je pense que le débat parlementaire, il sera indispensable. D'ailleurs, nous avions entendu dire que Ursula von der Leyen voulait scinder l'accord en deux, l'accord commercial, l'accord cadre, de façon à faire l'économie des débats dans les parlements européens. Et ça, nous n'en voulons pas. Il faut que les parlements nationaux puissent s'exprimer. Mais pourquoi refuser mais parce qu'il y a une groupe d'opposition. Mais parce qu'il y a une temporalité. Avant d'instaurer le débat parlementaire, il faut déjà explorer toutes les voies. Mais il est clair que le débat parlementaire, il aura lieu, j'en suis convaincue. Et quand François Ruffin, le député insoumis, soupçonne le chef de l'État d'une forme d'ambiguïté sur les sujets en disant « Je crois que dans la durée, Emmanuel Macron est
fondamentalement un partisan du libre-échange. Est-ce que c'est un mauvais procès? Est-ce que Emmanuel Macron est fermement décidé à s'opposer à cet accord UE-Mercosur? Moi, je ne ferai pas ce procès d'intention au président de la République parce que d'abord, je ne l'ai jamais entendu dire qu'il était favorable au Mercosur, bien au contraire, parce qu'il a le devoir, évidemment, et il en est conscient, de défendre les intérêts de la France. Et les intérêts de la France sont dans le rejet de l'accord du Mercosur et non dans son adoption. Donc, ce qui ne veut pas dire qu'il faut renoncer à tout accord international. Alors, je vous rappelle que l'agriculture française est une agriculture exportatrice. C'est la question mais que j'allais vous poser, Annie Genevard. les accords ne peuvent pas toujours se faire sur le dos des agriculteurs. L'accord avec le Mercosur, pour vous, il faut le prendre et le mettre à la poubelle ou il faut le renégocier? Parce que c'est pas tout à fait la même chose quand même. Parce que les agriculteurs disent oui, ils s'opposent et puis en fait à la fin ils négocieront, enfin, les agriculteurs en tout cas certains, et ils négocieront, on aura autre chose. Et est-ce qu'il y a une réécriture possible en fait? Je n'en sais rien, mais il est clair que pour moi, la négociation ne peut pas exister sous la forme de compensation financière. Parce qu'une fois qu'on propose l'Union européenne, effectivement. Mais oui, mais non, mais ça ne marche pas. Les agriculteurs, ils veulent pas qu'on leur donne de l'argent en compensation de cet accord qui est très néfaste. Ils veulent simplement pouvoir produire, vivre de leur travail, pouvoir commercialiser à armes égales. La concurrence, là, est complètement déloyale. Donc ça n'est pas possible. Les autres raisons de la colère qui traînent depuis, Adrien le disait, depuis la grogne de l'hiver dernier, vous y avez en partie répondu avec le gasoil non routier. La hausse a été supprimée, c'est confirmé dans le budget. Ce contrôle unique sur les exploitations qui était attendu, que vous avez annoncé, n'a pas l'air de suffire complètement. Certains disent c'est des promesses antérieures, mais ça ne règle pas le problème au fond. Qu'est-ce que vous répondez? Écoutez, ce sont des promesses antérieures, moi je les fais. Bon. Moi, je sais ce que me disent les agriculteurs. Ils sont accablés de contrôles. Ils vivent très douloureusement ces contrôles. Pourquoi? Parce que ça jette le soupçon sur la façon dont ils travaillent. Ils ont l'impression d'être observés. Souvent, ils sont l'objet de dénonciations de la part de tout un tas de gens qui considèrent qu'ils ne travaillent pas dans des conditions respectueuses de l'environnement. Ils sont parfois... C'est pas le cas parfois. Ils enchaînent les contrôles. Et voilà, le contrôle est devenu nourrit le sentiment de n'être pas reconnus dans leur travail. Donc le contrôle administratif, le contrôle administratif unique, pas plus d'un contrôle physique dans la ferme, pas plus d'une fois par an. Et ça, c'était très attendu. Mais ce n'est que le début, pour moi, des actions de simplification que je veux conduire. Parce que ce que nous disent les agriculteurs, c'est que l'exercice de leur métier est devenu horriblement compliqué. Vous allez nous détailler effectivement ces actions que vous voulez mener, comment répondre à ce malaise agricole qui ne semble toujours pas se dissiper. Vous restez avec nous, Annie Genevard, ministre de l'Agriculture. On se retrouve juste après le fil info, 9h moins le quart, Marie Maheu. Des supporters israéliens pris à partie hier soir à Amsterdam après un match de football entre l'Ajax et le Maccabi Tel Aviv. Le Premier ministre néerlandais dénonce sur X des attaques antisémites. Benjamin Netanyahou annonce l'envoi de 2 avions de secours sur place. 2 ministres à Marseille aujourd'hui pour annoncer de nouvelles mesures contre le trafic de drogue. Celui de l'Intérieur, Bruno Retailleau, et son homologue de la Justice, Didier Migaud. Avant cela, il rencontre le maire de la ville, Benoît Payan, puis des familles de victimes de narcotrafic. 2 des principaux syndicats de fonctionnaires appellent à la grève après l'échec d'une réunion avec leur ministre Guillaume Kasbarian, opposé notamment à l'allongement du délai de carence. La grève, pas plébiscitée à ce stade par la CFDT, dit sur France Info sa patronne Marie-Lise Léon. Elle assure en revanche que tous les moyens d'action sont sur la table. Et puis début de la 11e journée de Ligue 1 de football ce soir. Marseille reçoit Auxerre à 20h45. Match à suivre en direct sur France Info. France Info. Le 8-30 France Info, Bérangère Bonte, Adrien Beck. Et ce matin, Annie Genevard, ministre de l'Agriculture, de la Souveraineté Alimentaire et de la Forêt, également secrétaire général des Républicains. On est sur les raisons de cette colère qui ressurgit probablement à partir de la semaine prochaine. Question saisonnière d'ailleurs. La raison pour laquelle ils reviennent la semaine prochaine, c'est parce que les cultures s'achèvent, ou en tout cas la partie de travail de l'automne s'achève. C'est bien ça? Oui. Bon. Vous avez le sentiment d'être parfois impuissante face à cette colère récurrente?
Moi, je ne suis pas une femme qui se résigne du tout. Donc, j'ai la volonté d'abord d'écouter. Je vais sur le terrain chaque semaine, d'identifier les blocages, de comprendre ce qu'ils attendent, d'échanger avec eux et puis surtout d'apporter des réponses. Parce que ce qu'ils veulent, ce sont des réponses précises, concrètes, utiles. Donc, c'est ce qui guide mon travail. Mais donc, voilà, je ne renonce pas au dialogue. Il y a quelques minutes, Annie Genevard, chez nos confrères et nos amis de France Bleu Roussillon, le président de la FNSEA, Arnaud Rousseau, dit que l'une des premières revendications, c'est toujours le revenu. Et il dit, on a le sentiment que ça n'avance pas. Pourquoi ça n'avance pas? Enfin, est-ce que c'est un sentiment d'ailleurs que vous jugez juste? Et auquel cas, pourquoi ça n'avance pas? Alors la question du revenu, elle est majeure. Les agriculteurs travaillent dur, vous le savez, ne sont pas toujours reconnus à la mesure des efforts et du rôle capital qu'ils remplissent dans notre pays. Ils nourrissent la population et souvent ils ont le sentiment de défiance, de soupçon. Ils ont besoin la nation a besoin de retisser un lien de confiance avec les agriculteurs. Mais il faut que ça se traduise concrètement par du revenu. Oui. Ils travaillent dur et ils gagnent peu pour beaucoup d'entre eux. Je reviens d'Occitanie, il y a des situations extrêmement difficiles. Alors le revenu des agriculteurs, c'est d'abord vivre du fruit de son travail et pouvoir avoir des prix corrects payés aux productions qui sont les leurs. C'est tout le sens de la loi Egalim. Et je pense que la loi Egalim a apporté un certain nombre de réponses pour améliorer le prix payé aux producteurs. C'est une partie de l'équation. Est-ce qu'il est possible d'aller plus loin aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on peut faire de plus pour essayer de régler ou en tout cas d'améliorer cette question du revenu? On a l'impression qu'à chaque fois, c'est le point principal. Tout le monde, le gouvernement dit on essaie de répondre et patatras, après ça ne fonctionne pas. Alors, dans le revenu des agriculteurs, il y a plusieurs choses qui entrent en ligne de compte. Il y a d'abord les aides européennes qui sont fondamentales. La PAC. La PAC. Il y a aussi toutes les dispositions que j'ai présentées dans le budget de 2025, les allègements fiscaux, le soutien à la trésorerie. C'est le dernier dispositif que je mets en œuvre à leur demande, du reste. Le soutien à la trésorerie par des dispositions bancaires dans des conditions qui leur sont favorables, tout ça contribue au revenu. Avec ça, je peux dire aujourd'hui en 2025 qu'un agriculteur vivra mieux qu'en 2024. Écoutez, en tout cas, je fais tout pour. Et puis, il y a aussi, et ça c'est fondamental, à encourager l'acte de production. Quand on met trop de freins au métier d'agriculteur, aux conditions de production, par tout un tas de normes, de règles, de réglementations, d'empêchements, eh bien, on touche très directement aux revenus des agriculteurs. Donc, il faut, dans la loi d'orientation, dans la loi d'orientation agricole, nous avons, lorsque j'étais députée, avec mes collègues de la droite républicaine, nous avons réinstauré dans cette loi la sanctuarisation de l'acte de produire. Ce pourquoi est fait un agriculteur, c'est produire. Et les conditions, c'est vrai, cette année sont particulièrement dégradées. Les rendements se sont effondrés parce que la météo a été absolument épouvantable. Donc ça touche là aussi directement le revenu du producteur. Il y a des questions de météo, il y a des questions de fièvre, de langue bleue pour les moutons, de maladies hémorragiques et épizootiques pour les vaches, année donc noire pour l'élevage, pour les céréaliers, et dans le contexte climatique et météorologique très particulier que vous souligniez tout à l'heure, beaucoup de critiques se concentrent sur le fait qu'il manque en fait de mesures conjoncturelles pour indemniser toutes ces pertes, même si le budget de l'agriculture a plutôt été préservé. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Alors je réponds qu'à peine étions-nous arrivés au gouvernement que le Premier ministre lui-même est venu au sommet de l'élevage à Cournon et a annoncé un fonds de secours de 75 millions d'euros grâce auquel nous allons pouvoir indemniser les pertes directes des éleveurs. Parce que, par exemple, dans la filière ovine, il y a des élevages qui ont perdu 40, 50, 60, parfois même jusqu'à 80% de leurs animaux. Il faut pouvoir les indemniser afin qu'ils reprennent leur activité. Nous avons également, je viens de commander 2 millions de doses de vaccins contre la FCO3 qui seront mis à disposition gratuitement sur la France entière. Je vais lancer les assises du sanitaire parce que il faut qu'on remette à plat complètement notre
politiques de lutte contre les épizooties qui se multiplient et qui sont cette année très graves. De quelle façon tout ça implique et inclut la réflexion sur le dérèglement climatique? Parce que finalement, un des problèmes de fond, c'est celui-là, la maladie hémorragique épizootique. Elle est transmise par un moucheron piqueur qui est lié au climat. Idem peut-être pour la viticulture en crise sur un autre type de problème, mais c'est une culture qui est déjà peu gourmande en eau. Or, le problème d'eau va se poser. Quelle vision à plus long terme vous avez là-dessus? Bon, il faut évidemment utiliser toutes les ressources de la recherche pour que l'on puisse mettre en œuvre des cultures qui sont la solution, elle est technique, moins gourmandes en eau, plus résistantes à la sécheresse. Mais au-delà de ça, moi, je suis allée 2 fois en Occitanie, qui est une région qui souffre particulièrement du manque d'eau. Ce que j'observe, et ça m'est apparu très clairement, le premier problème de cette région, c'est l'accès à l'eau. Et il y a des réponses. Je viens de lancer le plan hydraulique qui va permettre à des exploitations d'accéder à l'eau, soit par des réserves collinaires, soit par des plans d'eau que nous allons créer, soit par de la rénovation de canaux d'irrigation. Il y a des réponses. Je voudrais dire à toutes les associations environnementales qui sont hostiles par principe et par idéologie au fait que les agriculteurs aient légitimement accès à l'eau. Je voudrais leur dire qu'ils condamnent les agriculteurs à la désespérance en les empêchant d'accéder à l'eau. Et moi, je me dresserai toujours contre ceux qui veulent s'opposer à l'accès à l'eau pour les agriculteurs. Mais est-ce qu'il n'y a pas une réflexion à mener sur le type de culture? Ça fait, j'ai l'impression que ça fait 20 ans que la question est posée comme ça, mais est-ce qu'il faut, pardon, c'est peut-être un peu brutal, continuer à aider des viticulteurs du Sud-Ouest qui manquent d'eau, encore une fois, alors que c'est déjà une culture qui est peu gourmande en eau? Est-ce qu'il faut rerouter les choses? Est-ce que vous allez pousser en ce sens-là? Écoutez, il n'est pas question d'éteindre la viticulture française. La viticulture française a besoin d'être soutenue. Elle a d'ailleurs une réponse aux difficultés qu'elle connaît. Et tant pis s'il n'y a plus d'eau. Le plan d'arrachage pour 120 millions d'euros, c'est à leur demande. C'est la profession qui demande qu'on recalibre l'outil de production aux besoins du marché. Ça, précisément, ce plan d'arrachage en cours, pardon, je vous interromps, mais c'est intéressant, c'est un constat d'échec quand même. C'est un constat qu'il faut parfois prendre des mesures, certes douloureuses et radicales, mais pour mieux rebondir ensuite. S'il y a de la surproduction, il faut bien traiter le problème. On a aussi arraché des vignes dans le Bordelais. Donc, adapter la production aux besoins du marché, ça paraît en tout cas une démarche sensée, mais ça ne veut pas dire qu'on éteint la viticulture. Et c'est aussi pour les viticulteurs que j'ai mis en place ce soutien à la trésorerie, parce que cette année, effectivement, ils ont des baisses de rendement catastrophiques. Mais ce que je voudrais vous dire, bien sûr qu'il faut adapter les productions au changement du climat, mais il ne faut pas renoncer non plus à la souveraineté alimentaire. Quand un fruit, quand la filière des fruits et légumes ne suffit pas à l'autosuffisance alimentaire, ça veut dire qu'il faut progresser en matière d'autosuffisance alimentaire. Ça veut dire qu'il faut apporter de l'eau chaque fois que l'on peut, de l'eau. Quand il y en a, que ça ne déséquilibre pas le milieu naturel, pourquoi en priverait-on les agriculteurs? Je trouve que c'est une injustice absolument fondamentale. Et je veux protester contre l'attitude de certaines associations qui sont irresponsables en la matière. Assurer, comme vous le dites, la souveraineté alimentaire, ça passe aussi par plus d'usage de pesticides ou pas? Alors, cette question des produits phytosanitaires, c'est une question assez fondamentale. Si je vous pose la question, pardon, c'est parce que vous avez déploré cette semaine des restrictions trop importantes sur certains pesticides. Qu'est-ce qu'il faut comprendre? Il faut comprendre que il y a aujourd'hui des filières qui sont menacées d'extinction parce qu'elles n'ont plus de quoi traiter leur production. Donc il y a une espèce de grande confusion qui s'est installée sur cette question de ce qu'on appelle les pesticides, de ce qu'il est plus raisonnable d'appeler les produits phytosanitaires. Il y a aujourd'hui des réponses phytosanitaires aux difficultés de production, aux attaques sanitaires. Il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Il y a des produits qui sont utiles. Ce que je dis, c'est que la France a surtransposer des mesures. Et donc, elle nous a, quoi, par exemple elle nous a mis en concurrence directe avec les pays de l'Union européenne qui, eux, n'ont pas été aussi imprudents. Il y a des substances qu'il faut avec lesquelles il faut pouvoir continuer de travailler parce que ça permet de continuer de produire et que c'est très important de produire. En clair, vous voulez réautoriser
Non, ce que je veux dire, c'est que toutes les décisions que l'ANSES est amenée à prendre doivent être regardées aussi par rapport aux conséquences économiques et sociales qu'elles emportent. Bien sûr, la question de la santé humaine ne se discute pas. Mais aujourd'hui, moi, je veux sur cette question y aller sans a priori, y aller en prenant en compte tous les paramètres et surtout dire que mon travail consiste à répondre à l'urgence, à proposer aux agriculteurs les mesures qu'ils attendent, et je le fais systématiquement à leur écoute, en essayant de calibrer les choses pour ce qu'ils attendent. Mais au-delà de ça, il faut projeter les agriculteurs dans l'avenir. Il faut leur donner à espérer. Certains produits avaient été interdits parce qu'ils contribuent au déclin des abeilles, par exemple. On a bien fait de les interdire. Donc ça, vous ne voulez pas réautoriser, par exemple, il y a 4 familles néonicotinoïdes qui ont été interdites en Europe. Elles sont interdites partout, y compris en France. Il n'est pas question de sur les noisettes, par exemple. Moi, je veux redonner de l'espoir. Et là, la technologie peut aussi nous aider. Vous savez qu'il y a des machines. Noisettes ou pas ? Vous savez qu'il y a des machines qui aujourd'hui peuvent traiter presque au brin d'herbe les mauvaises herbes, par exemple, qui perturbent les productions et réduisent de 70 à 80% l'utilisation des produits phytosanitaires. Il faut regarder du côté de la technologie aussi. On regardera ça avec vous et on n'aura pas notre réponse effectivement sur les noisettes. Merci beaucoup. Les noisettes, moi j'espère. Ou pas Aujourd'hui, ils n'ont pas de réponse et il faut leur en donner une, en effet. Eh bien, merci à vous, Annie Genevard, ministre de l'Agriculture, d'avoir été avec nous ce matin. Merci Bérangère Bonte. Merci. Restez sur France Info. Les informés sont à suivre.